j'en suis ravie d'être ici et de vous mener par cette discussion qu'on va avoir avec les trois expertes, on peut dire, sur ce thème et sur beaucoup d'autres thèmes. Je peux vous inviter à me joindre ici. Je vais vous les présenter, mais j'ai eu l'idée, en voyant la question de qui est la Suisse, vous avez des cartes sur votre... vous êtes assis peut-être sur des cartes jaunes. Je vais voir un petit peu, on va voir démographiquement ce qu'on a ici, dans cette salle. Hein. Alors, tous ceux qui ont 4 grands-parents qui sont suisses. 4 grands-parents qui sont suisses. Levez. Ah, vous voyez? Alors, ça, c'est les bio-suisses. Ça, c'est les bio-suisses. Parce que normalement, pour les autres, on a tout le temps ils ont première génération, deuxième génération, un background migratoire. Et les Suisses, ils sont des Suisses. Comme ça. Alors nous, on est des Suisses aussi, mais eux, ils sont les bio-Suisses. OK. Seulement pour voir un petit peu. Et une dernière question, parce qu'aujourd'hui, la participation politique va être vraiment dans le cœur de la discussion ce soir. Qui a le droit de voter en Suisse? OK. Vous tous, laissez les cartes en haut. Vous tous avez un passeport suisse? Oui. OK. Il n'y a personne ici qui est dans un canton où on peut voter, même si on peut avoir un passeport suisse. À Neuchâtel, oui. Par exemple, il y a des endroits en Suisse où on peut voter, même si on n'a pas le passeport suisse. Hein? Et dans les communes. Oui, c'est ça. Et même dans la Suisse profonde de l'Est, il y a une commune où on peut pas seulement voter, mais être voté aussi. C'est la seule commune qui a ça. OK. Inès, oui. J'ai même encore mieux pour les bio-suisses. Alors, moi, c'est mon arrière-grand-père qui est bio-suisse, mais en fait, je suis des Suisses qui ont émigré et qui sont revenus en Suisse. Ah, super ça. Alors, vous voyez, quand on se réunit dans une salle, je ne sais pas, 20 ou 30 personnes... on a toute l'histoire de la Suisse là-dedans. Aussi, pas seulement de l'immigration en Suisse, mais aussi d'émigration de la Suisse. Ça, c'est bien. C'est une question que je vais poser la prochaine fois. Merci, Pamela. OK. Alors, on voit un petit peu où ça va aujourd'hui. J'en suis ravie, je l'ai dit, de vous présenter aussi nos intervenantes ici sur la table ronde. Je commence par toi, Pamela Oene-Niako. Toi, tu es historienne des féminismes noirs européens au XXe siècle et tu es autrice de plusieurs articles, chapitres vraiment sur ces thèmes-là, à ce sujet, ainsi que coéditrice d'un ouvrage que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est Undoing Race, la racialisation en Suisse de 2022. Et à côté de ces activités académiques, tu es post-doc maintenant et en académique par le monde, je dirais un petit peu. On est content de t'avoir ici encore aujourd'hui. À côté de ces activités académiques, tu es aussi la fondatrice d'Afrolite, qui est une plateforme littéraire et pédagogique bilingue dont le but est la promotion et la réflexion critique à partir de la littérature noire. Alors, on voit que ton monde, c'est un peu le monde de la littérature aussi. Les droits, la participation politique, pour toi personnellement, quelle importance elle a? Elle est essentielle, mais j'avais besoin de la repenser selon... en fait, dans mon imaginaire, participation politique voulait dire droit de vote. En fait, pour moi, c'est comme ça que je la pense. Et toutes les littératures que j'ai pu lire et surtout les recherches que j'ai pu mener me permettent de repenser la participation en fait, dans toutes ses formes et vraiment la décorréler en fait, du droit de vote en fait, et du fait de voter. Ce n'est pas juste le fait d'avoir le droit, c'est vraiment de mettre la croix que j'associe à la participation politique. Donc pour moi, la participation politique, c'est toute action dans l'espace public qui contribue à créer plus d'égalité, à faire des choses mieux et aussi à critiquer la société. C'est pas toujours vu comme de la démocratie, mais quand on applique une critique féministe ou antiraciste, c'est de la participation politique parce qu'on a espoir que cette société va faire mieux dans la manière dont elle inclut, dont elle tient en fait ses principes et les objectifs qu'elle se fixe.
Et en disant ça, en fait, les gens qui ne sont pas inclus dans cette démocratie qu'on a, même si c'est une démocratie directe, il y a beaucoup de gens, c'est le 27% dans toute la Suisse qui n'ont pas le droit de faire cette croix, comme tu dis, mais ils ont la possibilité quand même d'être participés de quelque sorte politique aussi. Ok, merci. Jean-David Ponte-Chibamba, toi tu es activiste social engagé, fondateur de l'association Mouvement pour la diversité dans les institutions suisses. On a besoin de ça, hein? Vraiment. Ce matin, j'étais chez les délégués de l'intégration. En fait, maintenant, il y a quelques-uns aussi qui lèvent la carte quand on dit s'ils sont issus de la migration. Ça fait 10 ans, il n'y avait aucun, presque. Hein. Alors, il y a vraiment là un need, comme on pourrait dire. Tu milites pour une intégration renforcée des minorités aussi dans ce pays, particulièrement des personnes afrodescendantes au sein des structures politiques et dans les institutions. Et tu es également cofondateur de UPIA, une plateforme innovante de Think and Do Tank, un petit peu comme Inès, hein? Think and Do, Think and Act, dédiée à l'analyse et à la promotion des dynamiques politiques, culturelles et socio-économiques de l'Afrique et de ses diasporas, notamment ici en Suisse. Exactement. Oui, c'est ça. On est très content que tu sois ici. Et en parlant de diversité, quelle importance à la participation politique dans les associations où tu es activiste? Donc l'importance de la participation politique, tu dis l'importance sur la société suisse. Non, dans vos associations. C'est un thème qui est là, dans vos associations? Alors effectivement, c'est même un thème qui est central, en tout cas dans le mouvement pour la diversité dans les institutions suisses. Et pourquoi est-ce qu'il est central? Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai déficit de participation de certaines minorités, dont la politique suisse, et notamment des minorités afrodescendantes. Et ce déficit de participation, qui dans une grande partie est subi, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les droits politiques, étant donné leur statut civil, ce déficit de participation politique fait qu'il y a tout un tas en réalité de problématiques sociales, tout un tas de revendications qui existent au sein de la population, au sein du peuple, mais qui ne remontent jamais jusqu'aux institutions politiques. Et ça crée un grand problème, notamment un problème de démocratie. Parce que comme on l'a déjà dit avant, comment est-ce qu'on peut vraiment affirmer être une démocratie aussi parfaite qu'on aime affirmer l'être en Suisse, quand même 27% de la population n'a pas, ou en tout cas a des droits politiques très limités. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser, et c'est une question qui va devenir de plus en plus urgente, de plus en plus pressante, parce que ces 27% sont amenés à augmenter. Aujourd'hui, on est à 27, l'année prochaine, on sera peut-être à 28, et puis dans 10 ans, on sera peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est extrêmement central, effectivement. Et on connaît ça en Suisse, on reproduit le problème qu'on a eu avec les femmes, hein, qu'on n'a pas laissé voter jusqu'à 71. Et maintenant, on reproduit avec une autre partie de la population la même chose. Tu as dit un mot-clé, le déficit dans la démocratie suisse. Je crois que ça va être un mot-clé aujourd'hui, ce soir, pour en discuter. Merci Jean-David. Je vous présente notre dernière participante, Steven Tamburini. Toi, tu es organisateur et porte-parole d'Agissons. C'est un mot très fort pour une organisation, agir, hein, Agissons, un mouvement citoyen en faveur de la protection et l'extension des communs. Et tu es l'un des co-signataires de l'initiative populaire vaudoise que vous avez déposée en 2023 pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici, avec 15 000 signatures, vous avez déposé. En plus de ce sujet, tu mènes actuellement aussi une campagne en faveur des transports en commun gratuits, publics et de qualité. Alors, tu es un vrai activiste, on peut dire, hein? Agissons, c'est comme vraiment un mot pour dire un petit peu, pour décrire ce que tu as en tête, on dirait. Et
pourquoi tu t'engages aussi avec cette initiative et dans ce mouvement pour les droits vraiment politiques, à la participation politique? Bonsoir. Disons que la question de la participation politique pour Agissons, c'est son ADN, c'est sa stratégie. C'est que si on veut changer la société, il faut qu'il y ait une participation de masse de la part de la population, parce que rien ne sera cédé par les personnes qui sont aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans les institutions, pas du tout diverses et qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Du coup, le seul choix qu'on a, c'est effectivement de s'organiser, d'agir et puis de mener des campagnes là où ça compte. Et puis, tu l'as bien dit aussi, effectivement, avant, qu'il y a des questions, on ne les voit pas venir ou elles ne sont pas centrales également dans l'agenda politique. Il faut en fait, oui, qu'elles le soient tout le temps, même s'il y a des organisations qui doivent en payer le prix, parce que, ma foi, il faut réussir à mettre aussi en positif certaines questions, et c'est ce qu'on essaie modestement de faire avec Agissons et puis bien d'autres associations qui ne sont pas là ce soir qui le font aussi. Merci beaucoup. De ça, on va parler aussi. Quels sont, on pourrait dire, les projets ou les initiatives qu'on a maintenant en Suisse pour réformer de quelque sorte aussi cette question de la participation politique. Mais j'aimerais, avant qu'on entre dans ces projets, ces idées, j'aimerais bien parler avec vous, faire un petit peu une analyse aussi de la situation, un diagnostic, on pourrait dire, de la situation. Quel est l'enjeu démocratique, en fait, qu'on a, ou quels sont les enjeux démocratiques majeurs qu'on a? Tu l'avais dit, on a un déficit démocratique. Mais si on voit un petit peu aussi la démographie qu'on a en Suisse, quels sont ces enjeux pour vous? Si on reste dans la situation qu'on est avec le droit de vote seulement pour les gens qui ont ce passeport rouge, avec une loi de naturalisation qui est plutôt restrictive, une des plus restrictives qu'on a dans toute l'Europe, qu'est-ce que vous pensez? Faisons un peu ce diagnostic de la société pour les années à venir. Moi, il y a un aspect, il y en a plein, mais il y a un aspect qui me semble central et qui m'a aussi frappé dans l'argumentaire. C'est encore une fois dans nos conceptions, et je ne sais pas si du coup vous les partagez ou si même mes collègues ce soir le partagent, c'est que la question de la participation politique, c'est souvent quand même à l'heure actuelle conditionné au fait ou pas d'avoir la citoyenneté ou la capacité de voter, de faire quelque chose dans l'espace politique institutionnel, qui quand même implique un certain degré de sentiment d'appartenance. Donc il y a quand même, on s'implique en politique quand on se sent appartenir, et je me pose la question dans quelle mesure des personnes s'impliquent en politique aussi par volonté d'utiliser le politique pour aussi faire changer les choses, sans nécessairement se sentir appartenir. Et pour moi, là, il y a une nuance où je me dis, d'observation, je vois que pas mal de personnes qui ont en fait effectivement, alors des personnes minorisées, notamment du fait de ne pas être blanches, elles ont le droit politique, donc le droit formel politique, mais parce qu'elles ne se sentent pas suisses ou étrangères en Suisse, ou de toute façon, et puis un jour peut-être que, je sais pas, on va les construire en Afrique, etc. En fait, il y a un désinvestissement émotionnel de la Suisse, et mais de toute façon, c'est des trucs pour les Blancs et tout, et nous, un jour, on va partir, et donc il n'y a pas l'idée on va s'investir, peu importe en fait notre sentiment d'appartenance ou pas, parce qu'en fait à l'heure actuelle, surtout dans le système suisse qui est une démocratie directe où le droit d'initiative est fort, c'est-à-dire qu'à tout moment les lois elles peuvent bouger, elles peuvent changer en notre faveur comme en notre défaveur. Donc du coup en fait on va même pas utiliser ça de manière instrumentalisée et stratégique, de dire mais en fait on a besoin de sécuriser nos droits, peu importe notre sentiment d'appartenance, il faut qu'on agisse en politique. Et ça c'est un peu une observation que j'ai faite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on reste quand même dans, on s'implique dans ces outils très formels, beaucoup quand on se sent appartenir. Et j'ai l'impression qu'il y a une désertion de personnes qui ont ces droits de manière formelle parce qu'elles ne se sentent pas suisses, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas assez d'imaginaire comme le film qu'on a vu de la Suisse, en fait, c'est nous aussi. Et qu'on puisse appartenir à plusieurs espaces, on doit aussi s'impliquer rien que pour de la stratégie, quoi. Alors, il ne faut pas seulement vraiment changer le droit, disons, lutter pour un droit pour tous, mais aussi changer de quelque sorte les narrations qu'on a sur ce qui est la Suisse ou qui est suisse, qui appartient. Si je peux rebondir, parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire.
Et avant, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose que tu as mentionné et qui est très intéressant, très important, le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et ça nous amène à nous rappeler quelque chose qu'on devrait toujours avoir en tête, c'est que la démocratie n'est pas un produit fini. La démocratie, c'est quelque chose, c'est un combat permanent, un combat de tous les jours. Et à partir du moment où on considère que la démocratie est un produit fini, c'est le jour où la démocratie commence en fait à s'arrêter. Et l'exemple est tout simplement historique. Il y a un siècle et demi, la démocratie, c'était non seulement uniquement réservé aux hommes, mais pas à tous les hommes. Il y avait ce qu'on appelait la démocratie censitaire. C'est-à-dire que la démocratie était réservée à certains hommes qui avaient un certain capital social, économique, etc. Et typiquement, les personnes, les pauvres, pour parler vulgairement, n'étaient pas inclus dans la démocratie. Et quelques décennies après, on a combattu dans cette démocratie qui est un combat perpétuel pour inclure les pauvres et créer ce qu'on appelait la démocratie, le suffrage universel. Et là, on estimait que voilà, on avait une démocratie parfaite, universelle, mais bien sûr sans les femmes. Et puis après, on s'est dit, attendez, peut-être que c'est pas si universel que ça, en réalité. Et on s'est dit, bon, il faudrait peut-être penser à inclure quand même les 50% restants de la population. Et pour certaines personnes, n'oublions pas que ça semblait être quelque chose d'abracadabrantesque, d'inclure les femmes. Tout comme quelques décennies avant, ça semblait abracadabrantesque d'inclure les pauvres. Et tout comme pour beaucoup de gens, peut-être, aujourd'hui, ça semble abracadabrantesque d'inclure ce qu'on appelle les étrangers dans la démocratie. Et moi, je crois qu'on a toujours gardé ça en tête. Et pour cette question aussi du fait de se sentir inclus dans cette démocratie, je crois effectivement que c'est très important. Et une question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette démocratie fait vraiment tout son nécessaire pour que les gens s'y sentent inclus? Il y a quelques semaines, on était à une commission vaudoise justement pour ces questions d'intégration. Et une de mes collègues a sorti une statistique, alors je ne saurais pas vous dire d'où elle la sort, ni si elle est exacte, mais en tout cas, c'est rentré dans ma tête. Elle disait que je crois qu'à peu près 50% des personnes qui sont déjà nées en Suisse et qui sont de langue maternelle française ne comprennent pas ce qui est écrit sur les bulletins de vote. Ah, même ceux qui voilà. Sont depuis... Même les bio-suisses ne comprennent pas. Voilà, donc si même les bio-suisses ne comprennent pas, imaginez quelqu'un qui peut-être n'est pas de langue maternelle française ou allemande et qui doit comprendre ça. Peut-être qu'il y a effectivement une redéfinition du langage politique et démocratique à prendre en compte. C'est voulu, hein. Ouais. C'est voulu. Je pense aussi. Est-ce que vous êtes contre pour le non du oui? Oui, alors là, on entre vraiment dans les détails de la démocratie directe, mais j'aimerais bien un peu voir aussi quelles sont les expériences, on avait dire, les initiatives, hein, comme la vôtre par exemple. Il y a plusieurs maintenant aussi au niveau national, avec l'initiative l'année dernière de 4 quarts. Hein, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui va nous raconter après sûrement quelque chose. Mais quelles sont ces expériences, initiatives en fait, pour repenser en quelque sorte cette citoyenneté comme on l'a maintenant avec cette exclusion d'au moins 27% et plus les autres qui ne se sentent pas appartenir à ce qui est la Suisse et disons, l'agenda politique qu'on a. On va collectionner un petit peu là. Bon, peut-être je vais dire un préalable avant de parler des initiatives, c'est que je ne pense même pas qu'on vit en démocratie en réalité. Ça veut dire qu'il y a cette question de dire un quart des personnes sont exclues, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu l'as dit, tout est fait pour que les gens ne participent pas. Tout est fait également, nous, on a testé de se dire, oui, tiens, dans le canton de Vaud, on aimerait apporter des réformes importantes pour défendre nos droits, pour faire avancer également, pour avoir des progrès. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des contre-pouvoirs, ou plutôt les pouvoirs dominants, le centre patronal, des gens qui nous ont cassés par des outils dits démocratiques. Juste le fait de pouvoir aller dans la rue, récolter des signatures. On a déposé
une initiative pour des chambres citoyennes législatives, c'est-à-dire de ne pas prendre la population un peu pour des gens incapables, mais capables de prendre des décisions. Ça veut dire des gens qui sont tirés au sort et qui sont représentatifs de la population, pas juste ce qu'on a actuellement à partir du processus des élections. Qu'est-ce qui nous a été reproché? Comment elle a été invalidée, cette initiative? On nous a dit, oui, mais le tirage au sort est une mesure antidémocratique. Ça veut dire qu'on en est dans un système constitutionnel suisse où on en vient à dire que le système dit électif, qui est un système oligarchique, et je pèse mes mots, en fait, est plus démocratique. On nous a volé le mot de la démocratie. Et je donne un deuxième exemple aussi. Quand vous passez, alors, sauf si vous avez un peu de chance et vous travaillez dans une coopérative ou je ne sais pas ailleurs, mais quand vous passez la frontière de la zone du travail, en Suisse, je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup de droits démocratiques, vu qui prend les décisions, pour quels intérêts, est-ce qu'on a le droit de décider collectivement qu'est-ce qu'on produit, quelles sont nos conditions de travail, et puis qui peut aussi décider. Et là, ça pose des questions évidemment monumentales pour la Suisse, quand un quart de ces travailleurs et travailleuses sont simplement des gens qui travaillent dans d'autres pays, où on viole littéralement les droits via nos multinationales. Donc moi, le mythe de la démocratie, j'y crois pas du tout. Par contre, je crois qu'on a des outils, comme tu as dit, qu'il faut utiliser de manière stratégique, dont il faut faire qu'à travers ces outils, on puisse s'accaparer l'agenda politique, on puisse mettre les questions qui comptent pour nous, de faire que le narratif il puisse être mené. Alors, l'action 4 quarts fait ça, mais on voit aussi les limites de tout ça, parce qu'on doit se cantonner également à ce qui nous est proposé dans le système. Nous-mêmes, quand on a déposé notre initiative du 10 ans, 3 ans, donc 10 ans quand vous êtes effectivement en Suisse, 3 ans dans le canton de Vaud pour avoir des droits politiques, si ça tenait qu'à nous, je me rappelle de la conversation, on a dit c'est le premier jour. Évidemment, c'est totalement différent, on n'a pas à être d'accord, mais juste, c'est une autre conception, et ce narratif, on ne pouvait même pas l'amener dans le cadre constitutionnel actuellement, alors que c'est tout à fait faisable. À New York, vous arrivez, Olivier, s'il va aller à New York, dans 30 jours, si vraiment il habite New York, il pourra voter dans la ville. C'est quand même un tout autre narratif. Ouais, non, ça me fait penser à ça. Et l'argumentaire le montre aussi. C'est en fait, la citoyenneté est devenue, c'est une allégeance. C'est pour ça qu'on ne peut pas la distinguer sur le plan historique, en fait, du nationalisme. Et d'ailleurs, c'est concomitant. Tous ces éléments, c'est relativement récent. C'est le 19e, c'est les États-nations qui viennent avec ces questions de citoyenneté. Sur la question des exemples, alors là, je donnerai 2 exemples historiques, parce que ce qui est aussi chouette avec l'histoire, c'est que souvent, on a cette idée que le futur est devant, le progrès est devant, et en fait quand on voit des fois les horizons, on se dit oula, et tout paraît fermé, et souvent il y a des futurs possibles qui ont été abandonnés ou pas envisageables dans le passé. Oui, qui ont été déjà pensés. Exactement. Et je donnerai 2 exemples, un en Suisse, un en français. Je commencerai par français parce qu'il y a aussi un côté transnational. C'est qu'en fait, le régime, à la fin des décolonisations dans les pays qui ont eu des colonies, pour maintenir l'empire, une des stratégies de réforme, c'était d'étendre les nationalités. En fait, la capacité, les droits politiques qui étaient en fait contenus aux métropoles, d'accepter en fait qu'il y ait plus de droits pour les coloniser. Donc il y avait des régimes de citoyenneté qui donnaient un peu plus. Alors c'était des régimes qui n'étaient pas égalitaires, mais qui donnaient quand même des droits citoyens aux personnes colonisées. Et c'est sous ces régimes-là que beaucoup de personnes des colonies ont d'abord migré en Europe. Et petit à petit, avec l'idée que la nation européenne devait se blanchir ou se prémunir, alors ça ne pouvait pas être dit sous ces termes-là, mais avec plusieurs mesures, on comprend qu'en fait l'Europe doit rester blanche. Il y a eu en fait un renforcement des droits nationaux qui conditionne le fait de rester quelque chose aussi, on retourne un peu dans l'idée de pureté du sang, et ça on l'observe dans des pays comme la Grande-Bretagne. En fait, dans les années 80, des personnes qui venaient du Commonwealth étaient éligibles en politique, pouvaient voter, et au niveau national. Et en fait, c'est des mesures politiques qu'ils ont perdues en droit politique. Dans le cas de la France, il y a eu des initiatives de personnes qui n'avaient pas les droits citoyens, ni d'ailleurs de résidence, et qui, à partir des années 70, en parallèle des mouvements qu'il y avait au niveau européen, commençaient à imaginer si en fait l'État, en fait, il déconditionnait la citoyenneté de l'État, c'est-à-dire que l'État était vu comme un régime oppressif,
et ils comptaient sur d'autres leviers politiques pour sécuriser et revendiquer des droits politiques. Et alors, ils ont mené ces débats notamment au moment où l'Europe se renforce politiquement. Peut-être l'Europe pourrait être une instance supranationale qui mette la pression sur les États membres et donc créer une citoyenneté européenne qui en fait donne des droits politiques à des personnes qui sont résidentes. Donc, on a ça déjà en Europe. Voilà. Mais là, ce serait vraiment au niveau européen et ça mettrait la pression sur les... Alors, ça n'a pas été accepté parce que l'Union européenne est faite d'États membres qui ont gardé la main mise là-dessus. Et un autre exemple qui a été pensé, et je trouve toujours admiratif de penser la question de la politique aussi à partir vraiment des marges qui sont les plus dépossédés, notamment le mouvement des sans-papiers en France dans les années 90, ce mouvement était porté notamment par des personnes qui avaient un droit de résidence qui leur a été enlevé de manière rétroactive pour une série de mesures de loi, notamment à connotation raciste. C'était vraiment la droite qui les a mis en place en 93. Et donc, des personnes qui avaient le droit de rester n'avaient plus le droit de rester. Et là, la manière dont ils ont revendiqué le droit de circuler, de rester et de participer, ce n'était pas nécessairement une question de on veut aller faire de la... Ils estimaient faire de la politique par la mobilisation sociale, par le mouvement, par la revendication, etc. Donc, ce n'était pas nécessairement on a besoin d'être dans un parlement. On fait le parlement dans la rue. Et eux, ils ont conditionné la citoyenneté aux droits universels. Ils ont dit, au nom des droits universels humains, on a des droits politiques, et c'est au nom de ces conventions qui sont des conventions internationales, et c'est pas l'État français qui va nous donner ces droits-là. Alors, on a vu, ça n'a pas marché, mais c'est des possibles qui permettent aussi de nous réinterroger, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que ça doit nécessairement passer par ce biais-là? Oui. Un autre exemple également en France, vu qu'on élargit, typiquement on dit la Suisse, ce royaume de la démocratie. En France, en 1946-47, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une citoyenneté économique qui est mise en place, qui s'appelle, peut-être vous ne le savez pas, le régime de la sécurité sociale, dans lequel les travailleurs et les travailleuses, ensemble, allaient cotiser dans des caisses dans lesquelles ils allaient être les seules personnes à décider où l'investissement allait être mis. C'était où ça? En France. C'est en fait le système post, effectivement, 46-47, issu évidemment d'un rapport de force particulier de la Deuxième Guerre mondiale où le patronat a été mis à terre et où il y a une bifurcation et en fait une nouvelle institution qui est mise en place et qui évidemment, ces droits qui avaient été acquis, ils ont largement investi dans les systèmes des hôpitaux, dans plein de systèmes aujourd'hui qui avaient fait en France, on va dire aussi sa fierté de ces institutions-là, qui étaient détricotés, cassés pour être en fait aujourd'hui totalement mis sous tutelle des politiques et d'autres rapports de force. Et il faut vraiment se dire que là, c'est des pertes également de droits et on avait avancé de manière considérable. Ça, pour moi, ce serait une démocratie qui serait très utile aujourd'hui en Suisse, de savoir où est-ce qu'on peut décider, où est-ce qu'on veut investir simplement du travail au quotidien qu'on fait, qui est quand même aussi l'essentiel de notre vie. Et je ne parle pas que du travail rémunéré, je parle de l'ensemble du travail qui est fait dans la société. Alors on pourrait dire qu'en fait c'est des modèles un peu alternatifs, mais ça ne veut pas dire que élargir cette démocratie comme toi tu avais proposé avant, c'est comme deux voies qu'on doit suivre les deux à la fois en quelque sorte, non? Parce que sinon, si on dit, OK, c'est une démocratie que de toute façon, on n'est plus pour parce que c'est issu des nationalismes, on peut plus, en fait, ce qui est voté n'est pas vraiment les questions qui nous intéressent et tout ça, mais laisser ça à part, ça ne peut pas être la décision, non? Non, je pense que c'est d'avoir assez d'outils et de... Moi, je crois, alors c'est pas du tout pour imposer une vision, mais je crois à lutte, comme tu disais, pour moi, la démocratie, c'est un idéal qui peut toujours être reformulé et qui doit rester dynamique. Et par les institutions, c'est le propre des institutions, on vient dans quelque chose de très figé et on oublie en fait qu'on est toujours le résultat de processus de conjoncture, de rapports de force, et c'est de réimaginer des possibles qui permettent surtout, et c'est ça l'horizon, c'est que finalement, c'est un système qui, dans son idéal, permet quand même ou a pour vœu l'inclusion, la répartition des biens, le fait juste de pouvoir être heureux
heureux et avec des biens, des besoins sécurisés. Et si on est dans des systèmes qui ne permettent pas ça, alors là on parle surtout de l'aspect politique, mais tu amènes aussi la question économique, il faut, si c'est ça notre horizon qu'on veut, il faut y mettre la main dans la pâte, mais pas se dire, et sans nécessairement, je ne suis pas anarchiste je pense, mais de se dire, mais en fait on a besoin de changement, et si les structures qui sont là sont complètement obsolètes et ne permettent pas de sécuriser des droits humains, il faut qu'on les change. Et dans ce changement, j'aimerais bien savoir, Jean-David, peut-être, les activistes, ils ont quel rôle? Les associations? Il y a là un rôle à jouer, non? Moi, je pense que le rôle des associations, il est extrêmement important. Et nous, en tout cas, au sein de mon association, un des rôles qu'on va vraiment essayer de mettre en place, enfin, qu'on va vraiment essayer d'endosser, c'est celui de la sensibilisation et de la formation. Et pourquoi est-ce que j'estime que la sensibilisation et la formation, en fait, à la chose politique est vraiment centrale dans cette redéfinition de la politique qu'on essaye de mettre en place, en réalité, c'est que à partir du moment où on ne comprend pas foncièrement comment fonctionne un système, ça devient extrêmement complexe de le remettre en question de manière efficace. Aujourd'hui, on critique le système démocratique tel qu'il est, et il faut comprendre que face à ces critiques, ce système, comme chaque système qui se sont attaqués, va mettre en place des moyens de défense en réalité. Et ça, typiquement, il faut être formé aux questions politiques pour comprendre ces moyens de défense, les identifier et pouvoir les contrer. Un des moyens les plus courants, un de ces moyens de défense, de contre-attaque les plus courants, par exemple, c'est ce que moi j'appelle les anathèmes disqualifiants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, certaines communautés, que ce soit des communautés, je sais pas, la communauté afrodescendante ou des communautés religieuses, tout type de communauté, à partir du moment où elles sentent que leurs intérêts, en réalité, ne sont pas protégés par cette démocratie, elles vont essayer de s'organiser pour faire en sorte que ces intérêts soient protégés. Et si vous regardez bien la réponse du système, régulièrement, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de poser une anathème et de dire « vous faites du communautarisme ». Et comme ça, on disqualifie la personne, communautarisme égale méchant, pas bien, etc. Et par un réflexe un peu pavlovien, voilà, c'est terminé. Ou alors, autre anathème disqualifiant, vous êtes un extrême. Vous êtes d'extrême gauche, vous êtes ceci, cela, à partir du moment où vous dites quelque chose qui dérange ce système. Et ça, en fait, ce sont des modes de fonctionnement politique qu'il faut comprendre dans leur profondeur pour pouvoir combattre contre ce genre de processus. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place le plus possible. On s'est rendu compte de ça, en fait, quand on a fait notre toute première campagne, parce qu'au début, en fait, on imaginait qu'il suffisait de dire aux gens de s'engager en politique pour qu'ils s'engagent en politique. Et puis, on a compris, en fait, que la plupart des gens, foncièrement, ne comprenaient pas déjà pourquoi s'engager en politique. Ils ne comprenaient pas quel était l'enjeu derrière ça. Et en creusant un peu plus, on a compris en fait qu'il y avait un travail énorme qui est à abattre. Et ce travail de formation, il peut être, en tout cas à petit niveau, au niveau citoyen, être mis en place par les associations. Donc je crois que le rôle des associations, il est énorme là-dedans. Et ouais, voilà. Oui, tu parles de la formation politique, en fait. Dans la Suisse alémanique, on n'a pas ça aux écoles. Hein. Ici, au moins, vous avez ça aux écoles. Hein. Dans la Suisse alémanique, on continue à avoir le truc de religion, mais pas de citoyenneté, en quelque sorte. C'est intéressant, ça aussi. Mais je veux dire, c'est déjà, tu as décrit un petit peu comment c'est difficile aussi de faire comprendre l'enjeu, de faire comprendre pourquoi une activisme politique est importante, de donner son vote est importante, etc.
Et puis, il y a une grande partie de cette population, tu en as parlé, les travailleurs, les travailleuses, qui en fait n'ont aucun accès, même pas à la formation que vous pouvez donner dans vos associations, ni à une formation qu'on puisse avoir aux écoles, par exemple. Alors, il y a là une grande partie, et justement, c'est les gens qui n'ont pas le droit à voter, hein, qui sont issus de la migration. Vous avez des idées comment on pourrait là politiser de quelque sorte aussi cette population qui est vraiment tellement engagée à survivre en quelque sorte existentiellement. On sait ça aussi des femmes. Hein. Les femmes, elles votent beaucoup moins parce qu'elles ont beaucoup plus de travail de care, etc. Il y a beaucoup d'études qu'on peut voir ça. Vous avez des idées où on pourrait aller là ? Moi, de l'expérience qu'on a eue sur le terrain, ce qui fonctionne le mieux, c'est de parler aux gens dans le langage qu'ils comprennent et dans le langage qui les intéresse surtout. C'est-à-dire que parfois, il faut mettre un peu, il faut mettre l'approche idéaliste de côté et rentrer sur une approche pragmatique. Parce qu'effectivement, quand nous, par exemple, on allait au sein des communautés afrodescendantes ici à Lausanne et qu'on disait aux gens de voter parce que voilà, il faut qu'il y ait une représentation, on était dans des grandes idées politiques, dans des grandes idées un peu philosophiques, les gens nous faisaient comprendre que c'était pas vraiment leur problème en réalité. Par contre, quand on allait avec des approches beaucoup plus terre à terre et qu'on leur expliquait, bah voilà, en fait, en votant, là, peut-être que tu auras plus facilement une place de crèche pour ton enfant. Et là, en ce moment, tu as de la peine à trouver ça. Ou peut-être que les syndicats, par exemple, ils auront plus de marge de manœuvre pour te défendre parce que, regarde, souviens-toi l'année passée quand tu t'es fait licencier de cette manière. Et en fait, il faut vraiment parler aux gens de choses qui les intéressent. Je crois qu'il faut être le plus terre-à-terre possible et le moins abstrait, et que c'est comme ça en fait qu'on arrive à intéresser les gens, quitte à ce que parfois ça soit aussi une porte d'entrée. Parfois on peut juste aborder les personnes comme ça, et puis après, à partir du moment où une personne commence parce que l'intérêt politique souvent ça monte crescendo. Au début ça ressemble un peu à un monde un peu abracadabrantesque, on n'y comprend rien, etc. Et puis, on a un problème dans notre vie qui nous pousse à nous intéresser à une question politique bien précise. Et puis, une fois qu'on a le pied dedans, on se dit « Ah, mais il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et comme on le disait avant, la politique, en réalité, englobe tout. Aujourd'hui, on peut pas, factuellement, on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique parce que quel que soit ton problème dans la vie, en réalité, il y a une réponse politique à ce problème. Jean-David, il parle de ce moment de politisation, de quelque sorte. Pamela, est-ce qu'on peut apprendre aussi des femmes noires, des féministes noires, parce que là, il y avait un moment de politisation, je dirais, énorme, où c'était tout un mouvement de droit civil qui est né, de quelque sorte. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce moment des féministes noires ? Alors déjà qu'il y en avait de plusieurs sortes et que justement la question du recours de l'État n'était pas évident pour toutes. Alors celles qui avaient des droits politiques s'en servaient de manière stratégique et elles avaient aussi de la peine parce qu'encore une fois, c'était lié à l'appartenance, au sentiment de l'appartenance et limite quelque chose de l'ordre de la trahison. Et je pense que dans des conversations, dans des sociétés post-migrantes, la question des diasporas, elle compte. C'est comme si l'engagement politique associé encore une fois à l'idée de ah bah c'est l'État, donc c'est la nation, donc c'est le droit. C'est comme s'il y avait une trahison qui est souvent reprochée. Ah mais maintenant vous faites comme les Blancs. Donc c'est comme si en fait c'était soit l'un, soit l'autre, et puis donc on pourrait plus faire en lien ou être en lien avec nos états d'appartenance. Et donc pour elle, c'était non, ben là il y a l'État, ça va pas, il faut qu'on s'implique parce que là c'est nos droits et là on répond de cet État. Donc pour certaines, c'était toujours de le voir de manière stratégique, alliés, pas alliés, ça dépendait des questions. Elles se sont aussi fait mal utiliser par l'État et elles ont eu des câlins.
pour les anti-impérialistes, elles étaient contre l'État. Et alors, c'est très romanesque comme ça, c'est très, quand on aime tout ce qui est radical, Black Power, on se dit, ouais, anarchiste. Mais en fait, c'est compliqué pragmatiquement de tenir en autonomie, parce que finalement, l'éducation, elles ont eu des initiatives d'éducation en parallèle, mais au bout d'un moment, l'État conditionne tellement, et je rejoins, que ça conditionne tellement tous les aspects de notre vie qu'en fait, vivre en autonomie complète, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Les droits sont voilà. Et il y a celles, voilà, comme j'ai dit, des exemples de sans-papiers qui vraiment sont allés chercher l'État et venir le challenger. Quand je dis l'État, c'est les politiques, c'est les médias, c'est les syndicats. Et ce qui est la triste histoire là derrière, c'est qu'en fait, alors c'est vrai pour les femmes noires, mais c'est pas que les femmes noires, c'est aussi les femmes maghrébines, musulmanes, c'est que la manière dont la citoyenneté a été pensée, conçue et reste dans les imaginaires européens, ça reste quand même une citoyenneté blanche, où les personnes blanches seraient plus légitimes de venir donner des leçons de démocratie. Et un élément qu'on peut aussi apercevoir, c'est quand on commence à parler de démocratie, ah mais vous dans vos pays, là, les dictateurs, donc en fait on est vraiment mais oui, tout le monde sait qu'il y a des dictateurs en Afrique, donc pourquoi est-ce que vous allez venir nous donner des leçons de démocratie? Qui êtes-vous? Et en fait, le fait que je sois née, que j'ai la nationalité suisse, c'est le fait que je sois associée à l'Afrique qui fait que vous n'avez rien à dire. Et je pense que, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas dissocier les questions de racisme qui viennent aussi empêcher les questions de qui est légitime pour poser ces questions. Donc ces femmes étaient limitées parce qu'on ne les attendait pas, en fait. C'était, elles viennent avec leurs histoires, oui, on va les aider. Mais dès qu'elles venaient chercher les politiques sur des choses qui étaient plus compliquées, là, c'était inaudible. Et je donnerai un exemple à Bienne, parce que j'ai parlé beaucoup de la France, mais il faut quand même parler de la Suisse. Là, je travaille sur les mobilisations de politiciens noirs qui étaient élus au niveau municipal biennois, et qui ensuite, on parle notamment de Ricardo Lumengo, qui ensuite, lui, en 2007, il est allé au Parlement national, Félicienne Vio-Mwamba, qui était d'abord au niveau communal, ensuite au niveau cantonal. Donc des personnes angolaises et congolaises d'origine, qui arrive dans une Bienne qui a un discours au tournant fin des années 90, début des années 2000, multiculturel, le bilinguisme, voilà. Donc il y a plein de reconfigurations qui se font. Et avec ces personnes, donc Félicienne Vio-Mwamba est la première africaine noire à intégrer le Parlement. Et puis c'est un peu, voilà, ça c'est l'intégration parfaite. C'est l'intégration parfaite, elle joue le jeu de la règle de la démocratie. Puis quand on lit les archives, il y a vraiment tout... Voici ce qu'est la démocratie suisse. C'est comme ça les règles du jeu. Chacun parle, on s'écoute. Donc c'est vraiment très protocolaire. Elle joue ce jeu-là. Et il se trouve qu'il y a un moment de crispation à partir de 2005 où la droite, en fait, est empovoirée et le chef de la police est un homme de droite. Il y a plein de violences policières, en fait, racistes qui viennent. Et en fait, ces politiciens noirs viennent pas en faisant la fête de la différence, de genre on est tous multiculturels, le monde ça va tant que ça dérange pas. C'est, en fait, il y a du racisme structurel, il faut qu'on fasse remonter ça en politique, parce qu'aussi ça venait des associations. Donc ils voyaient les associations comme des boîtes à résonance qui donnaient en fait une information populaire qui ne montait pas, et le fait d'être en politique faisait que ça pouvait monter en politique. Donc ils ont essayé à leur manière. Ils n'ont pas réussi à obtenir gain de... Enfin, voilà, mais après, voilà, il y a eu des autres histoires de ça. Mais pour dire que là, c'est des questions qui dérangent et qui ont une inaudibilité de... c'est démocratique, mais c'est pas considéré, c'est des troubleurs. On sème le trouble quand on fait ça. Si je peux aussi ajouter quelque chose, je trouvais que c'était intéressant... quand tu disais que les personnes, en fait, ils ont tendance à vraiment amener ce racisme sur la question de la démocratie, à dire « Ah, mais de toute façon, en Afrique, il y a des dictateurs. » Et bon, je pense que déjà, il faut peut-être leur rappeler qu'il y a des dictateurs en Europe aussi. C'est peut-être la première chose. Même aux États-Unis. Hein. Voilà. Et donc on a nos propres tyrans. Voilà. Et UBS, voilà, Nestlé, s'il faut les nommer. Bon, c'est pas ce qui manque, je pense, des dictateurs dans le monde occidental, que ce soit aujourd'hui ou dans l'histoire. Et aussi, je crois qu'il y a tout un discours sur la démocratie qu'il faut déconstruire, qui est un discours très occidentaliste, qui essaie de nous faire
voir la démocratie comme une construction purement européenne, purement occidentale, qui viendrait de la légende de la vieille démocratie grecque qui est venue, etc., jusqu'à nos jours. Et ça, en fait, ça tend à nous faire considérer déjà qu'il y a une démocratie, alors qu'il y a des démocraties. En réalité, c'est quelque chose de pluriel, et que la seule démocratie qui existerait serait le modèle de démocratie occidentale, qui est en fait ce qu'on appelle la démocratie libérale, avec des votations, etc., le système qu'on connaît dans la plupart des pays occidentaux. Et je crois qu'il faut déconstruire ce discours et rappeler que la démocratie n'est pas nécessairement une construction occidentale. Et quand on commence à s'intéresser à l'histoire du monde extra-européen et du monde extra-occidental, eh ben, on se rend compte que, par exemple, en Afrique précoloniale, il y a certains royaumes qui avaient aussi des formes d'organisation sociale qui pourraient tout à fait être considérées comme de la démocratie, avec des conseils qui prennent des décisions collégiales, etc., ce genre de choses. Et je crois qu'il faut vraiment battre en brèche ce discours qui, en réalité, est une sorte de discours impérialiste, parce que ça sert à un impérialisme de dire que la démocratie est une chose occidentale, parce que ça sert aussi le discours de ceux qui veulent dire, puisque c'est quelque chose d'occidental, eh ben, vous autres, Africains ou personnes du Moyen-Orient, Asiatiques, etc., eh ben, vous devez faire comme nous. C'est ça le modèle universel, et vous devez vous y adapter. Et je crois que la réponse à apporter à ça, c'est, eh ben non, en fait, les autres ont aussi leur modèle, et peut-être qu'ils ont même des modèles qui sont mieux adaptés à leur réalité. Donc, voilà. Je crois que c'est important de parler de ces mythes qu'on a aussi, hein, occidentaux, de voir les choses, de penser que c'est les seules choses qui comptent. Et en Suisse, en fait, et avant que je ouvre pour le public, parce qu'on aimerait bien discuter avec vous aussi, mais une dernière chose, parce qu'on parle de ça, en Suisse, là, on a vraiment une tâche, hein, parce qu'en Suisse, on a beaucoup de mythes. Et un des grands mythes, c'est la démocratie directe. Hein, c'est la meilleure démocratie qu'il y a. Hein, c'est le meilleur modèle qu'on puisse avoir. Même si ça fait 50 ans, la moitié des femmes ne pouvaient pas voter. Et avant, comme toi, tu l'avais dit, les pauvres non plus. Et maintenant, c'est les migrants qui ne peuvent pas. Mais ça continue dans la tête des gens à être le modèle absolu, la démocratie directe. Et là, je crois qu'on a un grand travail si on veut vraiment repenser la démocratie, la participation. Là, on a un grand travail aussi de quelque sorte croiser cette narration aussi qu'on a ici. Et surtout, tu parlais d'impérialisme et tu l'évoquais aussi. La Suisse, sur le plan international, c'est un peu ma déformation relations internationales, mais c'est son discours, le positionnement de la Suisse au niveau international, c'est l'image qu'elle renvoie. Elle fait du consulting international pour aller montrer la pacification, la démocratisation de sociétés en guerre, post-guerre ou dans des situations où on ne sait pas trop, ça ne marche pas, les élections, etc. et tout. Donc, c'est encore une fois, cet impérialisme est profond et il y a tout un imaginaire et ça délégitimise nos demandes aussi. Parce que si on cherche à networker en international en disant mais en fait il faut créer un peu plus de poids parce qu'au niveau national on n'y arrive pas seul, donc il faut aller chercher, on va dire mais quoi, vous la Suisse ça va pas, donc après il faut oui mais en fait oui c'est pas ça l'image, c'est du mensonge en fait, la moitié la moitié de la population ne vote pas. Apparemment, à Genève, c'est le cas. Mais disons, voilà, un quart de la population n'a pas le droit de vote. Donc, en effet, il faut aller déconstruire ces mythes, mais sur lesquels l'image et la politique, enfin, l'image internationale et du coup, l'assise politique internationale de la Suisse se construit aussi. Absolument. J'aimerais bien donner l'occasion au public aussi d'intervenir. Et, alors, qui veut bien? Je m'appelle Jorge Cancia. Donc le nom n'est pas bio-suisse. Je suis né ici, mais migré en Espagne et rémigré en Suisse après beaucoup d'années. Et j'habite à Bienne. Donc
Bon, beaucoup de choses que vous avez dit, ça fait beaucoup, ça bougeait beaucoup dans ma tête. Je fais partie du comité national de la Action 4 quarts. On a déposé notre initiative il y a quelques mois, après collecter plus de 100 000 signatures avec une structure qu'on a créée pendant la marche parce qu'on n'avait pas. Et maintenant, on a une structure. Après de cette table ronde, on voudrait aussi parler un peu avec des gens qui veulent se mobiliser ici. Donc, si vous avez envie, merci de venir et de parler avec nous. Il y a 3-4 personnes ici. Mais Peut-être que tu pourrais dire ce que c'est le 4 quarts s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ah, bien sûr. 2 mots. Bien sûr. Donc, c'est une association. Comme Jean-David a dit, et vous aussi, c'est juste une association de la société civile, de gens de toute la Suisse, plutôt de la Suisse alémanique, c'est vrai, qui se sont mis d'accord pendant des années avec de différentes raisons, mais peut-être pour donner aussi ma impression, parce que le droit de citoyenneté restrictif est au cœur d'un système hégémonique, classiste, raciste, qui vraiment sépare la société. C'est pas seulement ces 27%, c'est plus que ça. Ça fait un système de peur, c'est un système de privilège pour ceux qui pensent que la nationalité est leur petite différence pour être au-dessus des autres. Et c'est quelque chose qu'on a pensé, on devait attaquer ces cœurs de ce système, et avec de différentes raisons, bien sûr, et à la fin avec un texte qui, pour beaucoup de gens, est super radical pour changer le droit de naturalisation, mais bien sûr, pour des autres, est trop pragmatique. Mais on voulait au moins avoir cette discussion, ce débat au niveau national, et maintenant on a le 100 000 signatures, on a cette possibilité, et probablement dans 2 ans, on a la possibilité d'aller au Arena, au Infrarouge et parler sur ça. Mais pendant ces temps, c'est super important d'avoir cette discussion dans la rue, dans les associations, avec tout le monde. Et nous ne sommes pas un appareil qui a de moyens. C'est vraiment de gens qui faisons ça d'une façon ehrenamtlich, on dit en allemand, bénévole. Donc, on a besoin de la mobilisation de tout le monde. Merci. Je voulais avoir une considération stratégique sur ça parce que je pense que là, on est en train de considérer aussi le temps un peu plus long. Et depuis plusieurs mois, on discute également avec des bénévoles d'Agisson, différentes personnes de collectifs, de simplement le fait qu'il faut passer à l'offensive. Vous l'avez fait, nous l'avons fait, mais il faut un narratif beaucoup plus offensif. C'est ça que j'aime également avec la Nouvelle Suisse, c'est de dire mais la Suisse, elle est à nous. C'est nous qui sommes là depuis longtemps. Vos institutions datent du 19e siècle. Il faudrait complètement les transformer. Et pour ça, il faut un rapport de force. Il faut montrer que ces gens sont là. Il faut s'organiser. Et après coup, il va y avoir, il faut pas, voilà, on va pas la mettre sous la table. Il y aura l'initiative de l'UDC. On va devoir voter sur cette horreur, sur la Suisse à 10 millions. Pour moi, ils doivent prendre le feu ce jour-là. Et c'est nous qui devons leur mettre le feu quand il y aura cette votation. Mais j'aimerais juste dire qu'il faudrait aller plus loin. En fait, le rêve de plusieurs personnes qu'on discute, ce serait de faire la grève des immigrés. Parce qu'en fait, il faut leur mettre un rapport qualitatif beaucoup plus grand. Tu disais aussi les moyens qu'on a. Prenez juste la grève féministe qu'elle a fait de manière exceptionnelle. Tous ces messages, vous pouvez les reproduire, les transformer également pour les immigrés. Et je pense qu'il y a besoin de quelque chose de qualitativement supérieur pour que les gens prennent en main ça, leur destin. Et du coup, c'est aussi quelque chose, je pense qu'on devrait essayer de soumettre, de discuter ensemble ces prochains mois, ces prochaines années, parce qu'ils auraient vachement peur, je pense, de prendre un mouvement comme ça dans les années 2027, 2028, 2029, et d'avoir des espaces dans lesquels on peut vraiment se donner cette capacité collective de s'organiser et de rendre ce narratif Nouvelle Suisse concret, toutes les revendications de la diversité, tout. Il faut transformer les partis, les syndicats, il faut leur imposer un agenda.
C'est ce qu'a fait la grève féministe, c'est ce qu'a fait la grève du climat, et il faut que ces mouvements continuent. Merci beaucoup. Je suis contente d'entendre ça, la grève des migrants. On en avait parlé quand j'étais toute jeune, aux années... oui, c'est vrai, hein, 91, quand on a collectionné à Bâle la première fois pour le droit au vote des immigrants, on parlait déjà de ça. Hein. Avant la grève des femmes, on a parlé de ça déjà en Suisse. Mais il paraît que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile parce que beaucoup de gens, beaucoup des migrants, ils travaillent vraiment dans des jobs vraiment précaires, ils n'ont pas le droit, ils ont peur pour leur état de statut, d'appartenance et tout ça. Mais je crois que ça pourrait être une voie, hein, en tout cas. Alors, on a des autres interventions. Vous pouvez aussi le faire depuis là. Et j'ai pensé à ça aussi parce que ça a circulé les derniers jours. Hein. Quand les gens, ils peuvent peut-être pas faire la grève, c'est une façon de montrer... Hein, si les immigrés, un jour, ils la feront, hein, alors qu'est-ce qui va se passer là? Ouais. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, on peut s'amuser. Je crois qu'en fait, c'est quelque chose, après avoir côtoyé et fait partie d'organisations, on parle beaucoup de burn-out militant, parce que voilà, l'offensive que j'entends, hein, mais c'est énergivore, en fait, ça prend énormément cette énergie de feu, de y aller, en n'étant pas nécessairement sûr de ce qui va advenir. Et de rendre ça amusant et l'air de rien, en fait, je pense qu'on peut aussi ameuter beaucoup plus de personnes. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi j'ai aussi ressenti qu'un discours qui sonne comme trop militant pour des personnes qui ne sont pas engagées et qui ont juste envie de vivre leur vie, c'est rédhibitoire. C'est non, on ne rentre pas en matière. Et donc je pense que pour des personnes qui arrivent à faire cet intermédiaire, de voir un horizon radical, mais de proposer plusieurs formes sans culpabiliser, sans donner l'impression qu'il faut en faire beaucoup pour que les choses changent, je crois qu'on arrive à avoir une adhésion populaire qui est nécessaire en fait. Mais si on a un discours hyper politisé, hyper militant, moi j'ai vu, on perd les gens. Oui, et ça rejoint un petit peu ce que tu avais dit, le pragmatisme aussi, de parler avec les gens sur ce qui vraiment les intéresse de quelque sorte. Et moi, j'aimais ça aussi de s'amuser, parce que trop souvent, on fait le burn-out parce que c'est pas trop amusant, hein, ce qu'on est en train de faire là. Et de reprendre et reprendre et reprendre tous les années, tous les 10 ans, quelque chose. Ouais. Alors, encore, des interventions, des questions. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pense du vote obligatoire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit de vote et qui participent pas. Alors, comme ça, à chaud, mais je suis ouverte à la discussion, j'aime pas tout ce qui est de l'ordre de la répression. Je voudrais plutôt comprendre, et c'est pour ça que quand on avait cette discussion de les droits politiques qui ne sont pas encore acquis par le biais de la citoyenneté, et en même temps pour moi de voir que le constat et les gens qui ont des droits politiques ne participent pas, pour moi les deux sont corrélés. Et en effet, vous faites super bien d'amener cette question ah mon Dieu, comment on appelle ça, le fait de ne pas voter, l'abstention, merci. L'abstention de vote, je pense que les causes sont aussi allées chercher là-dedans. Plutôt que d'inciter les gens... Pourquoi les gens ne votent pas? Il y a eu un tataki que j'ai regardé, que je trouve super, les tatakis dans la rue, de poser la question à des jeunes qui ont le droit de vote, qui font partie de la Suisse, qui n'ont pas ambition d'aller je ne sais où, et ils disent pourquoi vous ne votez pas? Et d'entendre les réponses. Alors en effet, il y a la question où on n'a pas compris la question, donc on ne va pas voter, on ne comprend pas. Et puis juste de se dire, je sais pas, on vit notre vie, ne pas se sentir concerné. Et je me dis, mais ça rejoint encore une fois de finalement, ça veut dire quoi la participation? Qu'est-ce que veut dire voter? Et pourquoi est-ce qu'on vote? Et si on arrive à revenir sur des faits que pour le moment, l'État, enfin tous les droits, les possibilités et même les restrictions qu'on a passe par le système politique qui est en place, il va falloir de plutôt convaincre, aller chercher les raisons, entendre les raisons, convaincre. Je suis plutôt pour ça que de forcer les gens à voter. Je n'aime pas les systèmes répressifs. Jean-David, forcer les gens? Moi, je crois aussi que forcer les gens, c'est pas forcément la bonne solution, parce que l'effet que ça risque de produire,
c'est que les gens votent, mais pas pour la bonne raison. Il me semble que c'est un système qui existe dans certains, je ne sais pas si c'est des pays aussi, en Belgique, ouais. Et je crois que le système qu'ils ont, c'est que s'ils ne votent pas, il y a une petite amende ou quelque chose comme ça. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils vont voter, mais pas parce qu'ils s'inquiètent de savoir cette question-là politique, juste parce qu'ils ne veulent pas voter, juste parce qu'ils ne veulent pas payer les 30 balles d'amende. Et en fait, c'est un problème dont le militantisme, en tout cas dans l'activisme, on a déjà été confronté à ça. C'est-à-dire qu'on allait chez des gens pour essayer de les pousser à s'intéresser à la politique et à se positionner sur les prochaines élections. Puis au bout d'un moment, ils disaient, bon, ton truc, tu sais quoi, je vais voter pour te faire, si ça te fait plaisir. Je vais voter si ça te fait plaisir. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. Et tu restes toujours un peu sur ta faim quand quelqu'un te dit ça, parce que tu te dis, bon, c'est super, la personne va voter, mais c'est pas pour me faire plaisir qu'elle doit voter. En réalité, c'est pour défendre ses propres intérêts. Et là, du coup, on est dans une espèce de modèle où finalement, est-ce que véritablement on améliore notre système démocratique quand les gens votent un peu comme ça au hasard, sans même savoir, ou votent sur des injonctions. On leur a dit de voter comme ceci, comme cela, et ils ne comprennent pas vraiment l'objet. Moi, je crois qu'il faut plus intéresser les gens et leur faire comprendre, en fait, en quoi c'est dans leur intérêt de voter, et les pousser à faire un vote qui est honnête. Et je crois que c'est là la solution. Steven, j'ai l'intuition que toi, tu ne veux pas forcer les gens à voter. Non, du tout. Je pense que c'est malheureusement pas poser la bonne question. Et puis souvent, en fait, on arrive avec des petites améliorations de ce type démocratique. On pourrait les prendre, hein, encore, je ne serais pas totalement opposé, mais en réalité, déjà, je suis désolé de le dire, mais quand on va voter, moi j'ai voté par exemple pour les soins infirmiers, on a dit oui à cette initiative. Est-ce qu'elle est appliquée? Non, c'est pire ce qui est en train de se passer. Comment vous allez expliquer aux gens, après que justement voter pour leurs intérêts en majorité de manière massive et rien n'est appliqué? Je pense que là aussi, on doit avoir un discours de vérité envers les gens et vers nous-mêmes. Et qu'en fait, comment voulez-vous vivre de manière réellement démocratique et pas le système qu'on appelle démocratique quand on travaille 42 heures par semaine à 100%, et ça c'est encore une moyenne, 50, quand on a des droits qui sont inexistants pour des personnes qui sont dans une totale précarité, on n'a pas les conditions sociales pour exercer une démocratie de plein droit. Donc en fait, ça ne sert à rien de vouloir travailler sur des petits changements de ce type. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, et qu'il faut travailler sur des changements beaucoup plus systémiques, ce que tu disais aussi avant, d'avoir des processus, d'empouvoirment des gens, de créer des associations de différentes questions, de recruter, de structurer, de se mobiliser, de faire que le niveau de conscience monte, et qu'après, selon les situations, selon les opportunités stratégiques, d'obtenir des victoires qui ne seront très certainement, par ailleurs, pas par le vote. C'est dur ce que je dis, parce que nous-mêmes agissons, nous utilisons les initiatives, en tout cas au début, comme un des premiers moyens pour se construire, pour prendre la parole, parce que pour une partie de la population, c'est aussi quelque chose qui comprennent, ou qui permet au moins d'avoir l'illusion de changer quelque chose, mais soyons honnêtes, c'est pas vraiment ça le changement qu'on a besoin, si on remet en perspective par rapport aux enjeux internationaux, tu as dit, mais aussi écologiques, sociaux. Il faut une transformation telle qu'il faut vraiment reprendre la démocratie par la base, et c'est-à-dire se mettre ensemble, faire commun, faire cause commune, décider de nos priorités, faire que les syndicats aussi prennent des décisions. Avant, vous parliez de syndicats, des gens qui représentent ça, mais c'est à l'initiative beaucoup des syndicats. Il faudrait leur dire, faites des choix aussi. Et ça peut être des choix aussi qui sont alignés sur les intérêts typiquement des immigrés. Moi, il y a une personne qui m'a dit, oui, mais on doit s'organiser toujours dans les secteurs où on a le plus d'argent, où les syndicats ont l'argent qui tombe dans leur poche. Et c'est très bien, l'argent c'est important pour avoir une structure forte et tout, mais du coup vous mettez totalement à côté la santé, les personnes les plus précaires, les secteurs essentiels, alors que vous devriez mettre énormément de moyens pour pouvoir développer dans ces secteurs-là. Donc là, on doit aussi faire qu'à l'intérieur même de nos organisations, on puisse demander des comptes, avoir des décisions démocratiques, et ça pour moi ce serait déjà une grande avancée, plutôt que de regarder tout en haut pour l'instant, malheureusement.
pour aller dans, pour aller dans la suite aussi de ce que tu dis, je trouve que c'est là où c'est intéressant justement la grève. Parce que la grande force de la grève, c'est qu'elle permet justement de briser le monopole du suffrage comme unique outil politique donné au peuple. Parce qu'il faut savoir que ce monopole du suffrage, de la votation comme outil politique qu'on donne au peuple, c'est aussi une construction politique qui a été voulue par certaines élites politiques, par certaines élites économiques, d'enlever en réalité certains outils politiques au peuple et de dire la politique, en fait, c'est juste une fois tous les X temps, vous allez voter. Et puis c'est ça. Mais en réalité, non, la politique, c'est pas juste ça. Et c'est un peu le fond, finalement, du débat qu'on a, enfin, de la discussion qu'on a ce soir. Quels sont les moyens aussi alternatifs? Et la grève, c'est très intéressant parce que, justement, ça redonne du pouvoir politique, une autre forme de pouvoir politique au peuple, et notamment ça la donne à des gens qui n'ont pas le droit de vote. Et c'est là où c'est très très intéressant. Et c'est intéressant qu'en Suisse, on n'a pas le droit à la grève. Hein, il faut le dire aussi. Hein. Moi, je viens d'un pays, de l'Espagne, où la grève, c'est vraiment un outil politique extrême qui est appliqué beaucoup par tout le monde. Hein. Et si tu n'as pas ça, c'est encore beaucoup plus difficile d'organiser les choses dans ce sens-là, en fait. Mais ça, c'est marrant parce que ça fait écho. Alors, nous, on a des droits démocratiques en Suisse, on ne les utilise pas beaucoup, notamment pour voter. Et dans d'autres pays, ils ont des droits syndicaux, c'est vrai. Et c'est marrant parce que eux, c'est l'effet inverse, du coup, parce qu'ils ont aussi des droits. Des fois, l'architecture ne représente pas le réel mouvement des gens. Et puis, la force de la grève, c'est le nombre. C'est-à-dire que si on est super majoritaire, on a tout. Et du coup, c'est finalement peu importe l'outil, que ce soit le vote, que ce soit la grève, que ce soit la mobilisation, que ce soit tout, en réalité, ce qui compte, c'est qu'on soit capable de le faire de manière massive. Et massive, ça ne veut pas dire une masse comme ça, mais ça veut dire de créer cette participation très active des gens. Il faut qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs, effectivement, de leur changement. C'est ce que vous disiez également, c'est vraiment l'essentiel du processus. Et ensuite, c'est déployer ça de manière stratégique au bon moment, selon le contexte, selon les revendications, selon ce que comprennent les gens, etc. etc. On a une intervention encore du public. Moi, je trouve que c'est un concept extrêmement intéressant, le budget participatif. En premier lieu, parce que du côté, si je mets ma casquette de citoyen, ça rajoute en fait de la force démocratique aux citoyens et à la citoyenne de base. Ça lui donne un espace supplémentaire dans lequel il peut donner son avis et exprimer donc son opinion. Et puis aussi, si je prends ma casquette associative, je trouve que c'est super intéressant parce que ça donne une possibilité de financement qui est certes publique, mais qui n'a pas, à mon sens, les défauts du financement public. Parce que dans le monde associatif, il y a souvent un peu ce débat de savoir, mais est-ce qu'on veut se faire financer par les collectivités publiques ou pas? Et finalement, ce débat, souvent, il tourne autour de l'autonomie de l'association et de sa liberté en réalité. Parce que la peur de beaucoup d'associations, c'est de se dire, bon, imaginons qu'on accepte un financement de la ville de Lausanne de 50 000 francs, je dis ça au hasard. Bon, c'est super, il y a 50 000 francs qui rentrent dans les caisses, on est content, on peut faire nos projets. Et imaginons qu'au cours de l'année, la municipalité de Lausanne se positionne d'une manière qui ne nous plaît pas sur un certain sujet de société. Eh bien, mine de rien, dans la plupart des associations, il y aura toujours cette question de se dire, est-ce que vraiment on va critiquer ça? Sachant qu'on a reçu ces 50 000 francs, c'était super. L'année prochaine, on aimerait bien les recevoir aussi. Donc si on critique ça, peut-être que ça va mal passer. Et en fait, justement, avec ce type de budgets qui sont participatifs et qui sont du coup pas issus de décisions où parfois
parfois il y a un peu de l'opacité, donc qui prend les décisions, sur quels critères, etc., pour attribuer des fonds ou pas, et ben là c'est quelque chose de démocratique, ce sont les gens qui votent pour le projet qu'ils estiment être intéressant, et puis il n'y a pas du coup cette considération de savoir, ah mais est-ce que ça va plaire à telle politique qui, on sait, a débloqué le budget pour notre dernier projet. Encore une intervention ici. On voit un petit peu sur cette discussion des budgets participatifs comment c'est difficile d'imaginer des autres moyens de participation vraiment. Hein. Je crois que ça montre, cette discussion qu'on a maintenant, ça montre un petit peu ça, hein, la difficulté aussi de réinventer en quelque sorte. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'en fait, c'est tellement simple, mais c'est juste que les gens au pouvoir ne lâchent pas les manettes. Je suis désolé, mais on pourrait citer des dizaines, des centaines de manières alternatives. Le budget participatif, vous l'avez dit, il a été fait de plein de manières. Dans certains budgets participatifs, où c'était conséquent, c'était 50% du budget et pas 10 000 balles. 50% de nos impôts, d'ailleurs, que nous payons nous-mêmes. Que, de nouveau, c'est le monopole des élus. On pourrait très bien aussi considérer ça, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas. Les chambres citoyennes, je l'ai dit avant, des pratiques vraiment depuis longtemps. Tu l'as dit, des conseils également à partir de la base. Mais il y a tellement de choses, de moyens qui ont été faits que c'est juste qu'ils veulent rien céder. Et ils nous laissent des miettes. Et quand on parle de participation, dans leurs mots, moi, quand j'entends participation, je pense à Macron. Quand je pense à Macron en France, je pense à instrumentalisation. Et en fait, aujourd'hui, ça a tellement utilisé le mot de participation, il veut quasiment plus rien dire dans leur bouche, alors que simplement, si on allait au bout, on reprenait certains projets, oui, on pourrait avoir des droits, et ça repart aussi de ce que tu as dit, des droits universels de base sociaux. Si on les a pas, on ne peut même pas faire système ensemble, faire commun. Ouais. Alors, je crois que je m'éloigne de la question du budget participatif, mais ça amène un des éléments aussi de cet argumentaire, c'est qu'une personne qui réside en Suisse de manière enregistrée, je n'aime pas dire le mot légal, mais disons qu'en tout cas, elle s'est manifestée, c'est une personne qui a l'obligation de cotiser. On le sait. Donc pour moi, où il y a une énorme aberration, et je pense que où ça peut aussi faire mal, vu qu'on parlait de grève, etc., c'est, je trouve, complètement injustifié qu'il y ait des obligations et pas des droits. C'est-à-dire de participer par le porte-monnaie, en fait, de donner de l'argent, en plus un argent qui, selon ce à quoi c'est les assurances vieillesse d'autres personnes, donc on ne sait pas si on sera... Voilà, donc d'avoir l'obligation de cotiser, parce que sinon on est considéré criminel, donc d'investir avec sa poche et son travail dans un territoire où on n'a pas le droit en fait de décider à quoi sert cet argent, à quoi il va être utilisé, etc. Donc pour moi, des fois j'ai envie de renvoyer le truc, je dis, vous ne voulez pas octroyer des droits citoyens, du coup vous enlevez l'obligation des impôts. On ne peut pas demander des obligations sans céder des droits. Donc soit on cède des droits, soit on enlève des obligations. On ne peut pas mettre des obligations et dire, et en fait, vous n'allez rien dire, on va juste prendre votre argent, merci beaucoup et au revoir, en fait. Et c'était le motto « No taxation without representation ». C'est très, très vieux, en fait, d'avoir la taxation, mais pas la représentation. C'est ça. Ouais. Un espace que je pense, et on le connaît tous, et je pense qu'il se pose d'autant plus par les temps qui courent, c'est les médias. Les médias sont quand même, dans les démocraties occidentales telles qu'elles ont été pensées, des outils de participation politique. Et justement, on voit ce que ça donne dans les limites du discours, de l'espace. Il y a des enjeux, des rapports de pouvoir qui sont là. Les réseaux sociaux, on a vu moult manières qu'il y a des limites, mais ça reste quand même un espace public. Et je pense que c'est un espace public aussi à considérer une fois qu'on est lucide. Moi, je pense que le fait d'avoir de l'information, d'être lucide sur qu'est-ce qui fonctionne pas, permet au moins de prendre des décisions conscientes. Et pour une génération de personnes, elles vont pas aller dans la rue parce que c'est trop compliqué de se sortir de l'idée que la grève étant interdite, c'est aussi dans nos représentations. C'est qu'on est considérés comme des parias et des fous quand on va dans la rue. Voilà. Donc pour des personnes qui disent « Ah non, moi je vais pas dans la rue, je vais pas faire... » Donc, ok. Donc il y a toutes ces
personnes-là qui existent. Et surtout, il y a toute une catégorie de la population qui sont sur ces réseaux sociaux. Donc, ça reste un espace public, ça reste un espace d'interaction. Et là, encore une fois, l'outil de l'opinion publique a aussi été un outil pour faire renverser l'opinion et les rapports de force politiques. Et je pense qu'il ne faut pas le désinvestir malgré le fait qu'on ait vu ses limites, mais au contraire, le réinvestir de manière lucide, consciente et se dire c'est aussi possible, et ça a été fait par le passé, d'utiliser les médias et l'espace public pour faire balancer l'opinion publique et mettre la pression sur les États. Et là, on ne passe pas par nécessairement le droit de vote, on passe par l'absurde. Et un événement qui a été une victoire relativement récente qui est arrivée hier, il y a eu le cas d'une expulsion décidée de Marie-Paul qui a cotisé, c'est pour ça que j'en viens à l'AVS, qui a cotisé toute sa vie à l'AVS, etc., qui n'a pas eu de régularisation, alors que ça fait 20 ans qu'elle est en Suisse. Ses employeurs l'ont enregistrée, l'ont régularisée, l'ont annoncé. Elle a fait des demandes de droits de résidence qui n'ont pas été octroyées. C'était parti pour être ce qu'on appelle un vol spécial. Et finalement, c'est la mobilisation des gens qui ont dit c'est inadmissible parce que les administrations fonctionnent comme ça, par le droit, mais aussi en comptant sur le fait que les gens ne savent pas. Donc et c'est juste, il y a eu 1300 signataires. Ça a suffi pour que les autorités s'arrêtent. 1300, c'est pas énorme, c'est pas 100 000 signatures. 1300 personnes qui ont relayé sur des réseaux sociaux et elle a pu rentrer chez elle. Les procédures sont réentamées et en fait, ça revient dans l'espace public. Donc, ne pas sous-estimer des fois juste notre clic et la flemmardise, ça fait changer les choses. Tu as déjà dit ton mot final c'est vraiment la mobilisation. Parce que moi, j'allais faire cette question pour finir maintenant, pour parler avec vous après avec l'apéritif. Mais tu dirais, ce dont on a besoin, c'est la mobilisation. Se sentir légitime. On se sent légitime, on est là, si on part demain, on est légitime, on fait ce qu'on veut là où on est, on n'attend pas que les gens disent oui, tu peux faire. Très bien. Toi, la révolution. Non, mais oui. Mais du coup, avec la mobilisation, il y a l'organisation, il y a les espaces comme ce soir où on va aussi rencontrer les personnes. Donc, avant de se mobiliser, il faut se structurer pour ne pas faire de burn-out également. Donc c'est aussi peut-être l'appel que je fais pour ce soir, que ce soit pour vos associations, également notre mouvement, qu'on aurait aussi une votation en fin d'année sur la question des droits politiques dans le canton de Vaud, qui va aussi peser pour les prochaines étapes, et que ce sera en septembre ou en novembre. Et que pour les personnes dont ça intéresse, on va aussi faire passer un petit QR code où vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, vous pouvez indiquer que vous avez envie de rejoindre ou simplement venir vers des bénévoles ou moi d'Agissons et on peut en discuter. Et aussi évidemment de se coordonner avec l'Action 4 quarts et bien plus. Donc voilà, faisons de la coordination, faisons de l'échange et puis faisons la révolution. Mobilisation, agissons. Et Jean-David, qu'est-ce que tu nous dis? La mobilisation, c'est effectivement très important. Et moi, ce que je tends à dire aux gens, c'est sentez-vous puissants aussi. Parce que... Empowerment. Exactement. Parce que je crois que... Et je le remarque en fait souvent, quelle que soit la cause pour laquelle on se mobilise ou la cause pour laquelle on milite ou ce qu'on partage autour de nous, il y a vraiment un sentiment d'impuissance au sein de la population, chez beaucoup de gens, c'est partagé. Et moi, ce que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est vous êtes puissants, mais vous devez vous rendre compte de cette puissance pour l'activer. Et pour activer cette puissance, en fait, il faut s'en emparer et agir, tout simplement. Parce qu'effectivement, quand on est dans une sorte d'inertie, on est effectivement impuissant. Mais à tout moment, on peut se lever de cette inertie et, en fait, devenir puissant par l'action. Et l'action, elle peut être très simple. Comme tu en as parlé, ce cas qui a un peu circulé sur les réseaux sociaux il y a depuis quelques jours, effectivement, le fait de cliquer là-dessus et de se dire « Ah, mais tiens, c'est quelque chose de sérieux, c'est une dame qui va être expulsée de manière totalement injuste », de dire « Je vais cliquer là-dessus, je vais aller remplir ce formulaire et je vais signer cette pétition », c'est déjà un acte de puissance. On l'a vu, 1000 et quelques personnes ont changé une décision administrative et politique.
Donc en fait, on est beaucoup plus puissant qu'on veut le croire, mais il y a tout un système autour de nous qui tend à nous faire penser qu'on est impuissant en permanence. Il faut vraiment se rendre compte de notre puissance et en user et même en abuser. Merci beaucoup Jean-David, Pamela, Steven pour cette discussion. Puissance, mobilisation, action, c'est ce dont on a besoin. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir participé et je redonne Je suis sûre que vraiment ça a contribué vraiment de manière très importante à ce débat. Vraiment un grand merci. C'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Aussi, merci à mon team, Mardoche et Christina qui ne pouvaient pas être ici. Merci à Alex et Urna qui ont documenté. Et à vous tous pour participer. C'est la dernière étape de la Tour de Nouvelle-Suisse et c'était fantastique. Merci vraiment. Et merci à toi, parce que derrière des événements, il y a des organisatrices, plein de gens. Et bravo pour tout ça. Merci à vous. Merci à vous.